Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du thème de la pleine lune qui se trouve derrière moi sur cet écran. Il a été établi pour le 19 novembre 2021 à 8h56, ceci étant l'heure de Greenwich, du méridien 0. Donc c'est l'heure universelle. Voilà, pour la France par exemple il faut rajouter une heure et pour les autres régions ou pays du monde, voyez de quoi il ressort, de manière à pouvoir établir un thème qui aura le mérite d'être domifié, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir un ascendant et des maisons astrologiques qui peuvent donner davantage d'explications que celui-ci, qui évidemment n'en comporte pas. Donc, cette pleine lune va se produire sur l'axe Scorpion-Taureau. La lune est en Taureau à 27°14. Le soleil est en face, très exactement, à 27°14 du signe du Scorpion, et la Terre est entre les deux. Et donc, la pleine lune est un moment fort, en général. Un moment au cours duquel l'émotionnel est exalté. En fait, il y a un phénomène de marée qui se produit en nous, puisque le corps humain, comme vous le savez sûrement, est constitué d'environ 70-80% d'eau. Et donc, nous subissons ces phénomènes de marée qui sont encore plus forts au niveau cérébral, parce que le cerveau est composé davantage d'eau. Donc, ces modifications qui sont biologiques, physiologiques, entraînent des réactions psychologiques et souvent de nature émotionnelle. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de vigilance aux alentours de la pleine lune, parce qu'on peut avoir tendance à s'engager et à réagir de façon regrettable, et regretter ensuite. Mais parfois, il est trop tard pour revenir en arrière, n'est-ce pas? Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Surtout que cette pleine lune se produit donc sur l'axe Taureau-Scorpion. Et c'est un axe très important, à mon avis en tous les cas, parce qu'il correspond à l'axe maison 2, maison 8. La maison 2 est reliée au signe du Taureau parce que le Taureau est le deuxième signe du zodiaque. La maison 2 représente la matière de la vie. Tout ce qui fait que nous sommes en vie. C'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire aussi le corps physique dans lequel notre âme séjourne pendant toute la durée de ce voyage à travers la vie. Donc, ce signe du Taureau, qui est relié aussi à la Terre, c'est un signe de Terre d'ailleurs, il est représentatif de la nourriture terrestre, sous toutes ses formes d'ailleurs, et donc de tout ce dont nous avons fondamentalement besoin pour rester en vie. Alors qu'en face, le signe du Scorpion est relié, puisque c'est le 8e signe du zodiaque, donc tout naturellement, il est relié à la 8e maison. Et cette 8e maison, entre autres choses, représente la mort. Donc cet axe vie-mort, maison 2, maison 8, Taureau, Scorpion, est un axe extrêmement important qui va avoir un rôle à jouer pendant cette période qui représente un moment, c'est le moment de la pleine lune, un moment où l'on doit effectivement, je pense, en tous les cas, prendre certaines décisions en ce qui concerne la clôture de cycle qui va évidemment se faire lorsque la nouvelle lune apparaîtra, à peu près 2 semaines plus tard. C'est donc cette préparation à cette nouvelle lune qui va devenir extrêmement importante. Elle se produira en Gémeaux, quel con. Elle se produira en Sagittaire, et évidemment, je ferai une vidéo à ce sujet. Mais avant tout, il faut non seulement prendre conscience du fait que cette pleine lune est très importante du point de vue de ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire l'axe maison 2, maison 8, en fait,
et également, évidemment, prendre en considération les configurations qui impliquent ces deux astres, le Soleil et la Lune, qui sont évidemment les astres principaux desquels on ne peut pas s'extraire, bien évidemment. Donc, le Soleil, c'est la vie, bien sûr. Il se trouve ici dans le signe du Scorpion, qui est le 8e, qui est relié symboliquement à la mort et à tout ce que le signe du Scorpion peut évidemment aussi représenter en astrologie. Donc, cette énergie de questionnement, de remise en question, de transformation, voire même de transmutation, c'est l'énergie de régénération. Et c'est dans cette optique, dans cette logique de régénération qu'il va falloir fonctionner pendant cette période, jusqu'à la nouvelle lune qui, comme je le disais tout à l'heure, se produira en Sagittaire, puisque la lune va faire le tour comme ça, tranquillement, et elle va arriver à la longitude du Soleil, lorsque celui-ci, évidemment, sera en Sagittaire. Donc, l'influence de cette pleine lune, si on considère que la Lune, au cours de son périple, va produire des réactions en fonction des éléments ou des astres qui se trouvent sur son parcours, vous voyez que là, il y en a peu. C'est-à-dire qu'elle va évidemment rejoindre le nœud lunaire nord, elle va rejoindre la nulle noire également, et puis tranquillement, elle va arriver à la longitude de Mars. Mercure, lui, sera déjà passé dans le signe du Sagittaire, donc ça ne fait pas grand-chose, mais en même temps, il y aura, sinon des conjonctions, il y aura tout au moins des oppositions. Et les oppositions sont source de réactions également. C'est-à-dire que lorsque la Lune, par exemple, va arriver en Capricorne, elle va se placer à l'opposé de Vénus et à l'opposé de Pluton. Ensuite, quand elle va passer en Lion, elle sera opposée à Saturne et à Jupiter. Puis, quand elle passera en Vierge, elle sera opposée à Neptune. Et enfin, quand elle passera ici dans le signe de la Balance, elle va s'opposer à Chiron. Sans oublier évidemment l'opposition avec Uranus quand elle passera dans le signe du Scorpion avant de rejoindre le Soleil en Sagittaire. Donc tout ça, ça va produire des réactions. Et ce sont ces réactions que je vais analyser maintenant. J'ai donc inscrit les dates d'opposition avec les différents astres qui sont en face. Au fur et à mesure du parcours de la Lune autour du zodiaque, elle va effectivement, comme je le disais tout à l'heure, produire ces oppositions. Alors, il y aura une conjonction le même jour, le 19, avec le nœud lunaire nord. Par contre, avant d'envisager tout ça, je vais parler de ceci. Parce que, comme vous le voyez, la Lune est en dissonance avec Jupiter, le Jupiter est en dissonance évidemment avec le Soleil qui est en face, Jupiter est également en dissonance avec Mercure, et puis évidemment cette opposition de la Lune avec Mercure, puis plus ou moins aussi avec Vesta et le nœud lunaire sud, puisqu'ils ne sont pas très loin tous les deux, la Lune et le nœud lunaire nord sont très proches, et le Soleil évidemment également. Donc ça va jouer un rôle, parce que Jupiter représente un degré d'exaltation supplémentaire. Jupiter, c'est l'expansion, l'évolution, parfois l'exagération. Donc s'il y a exagération, c'est une exagération de nature émotionnelle, puisque la Lune est concernée, et de nature également physique, on peut dire, parce que le Soleil, c'est la vie physique. Sans lui, on ne pourrait pas, évidemment, exister sur cette planète. La planète n'existerait d'ailleurs pas. Le système solaire en lui-même n'existerait pas. Donc nous serions ailleurs dans l'univers, quelque part sur une autre planète. Donc le fait est que cette configuration-là doit être quand même considérée comme pouvant être source d'exaltation excessive. Et il faudra faire preuve de vigilance. Peut-être les natifs du Taureau et du Scorpion, ainsi que les natifs du Verseau, sont peut-être un peu plus concernés, surtout ceux qui font partie du décan, du troisième décan, qui représente en fait la section du signe de 20 degrés à 30 degrés.
Et vous voyez que Jupiter est à 24, que la Lune est à 27, ainsi que le Soleil. Donc les derniers décans, les troisièmes décans de ces trois signes peuvent être évidemment davantage concernés. Alors, il y a toujours répercussion de ce qu'on fait à un moment donné par rapport à un autre moment. Et pour moi, ces répercussions sont liées souvent au passage d'un astre qui va répercuter en fait l'influence. Donc on a ici par exemple l'influence de Jupiter au moment de la pleine lune, qui va s'exercer au niveau du Soleil et de Mercure. Mercure représente le mental et ce qu'on en fait. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le cerveau est quand même constitué de beaucoup d'eau, hein, c'est plus de 80% d'eau, donc il subit le phénomène de marée. Et donc nous fluctuons aussi sur le plan cérébral. Il y a des jours où on est beaucoup plus en forme, je dirais, sur le plan mental, et d'autres où on se sent plutôt décalé et peut-être un peu diminué. Donc ce phénomène de marée va amplifier le besoin peut-être de polémique, en tous les cas, le besoin de s'exprimer. Et puis le besoin de bouger aussi, puisque Mercure représente la locomotion et tout ce qui nous permet d'entrer en interaction avec les autres. Donc ça peut devenir un moment assez délicat qui, évidemment, entraînerait des conséquences dans la vie de certaines personnes plus que d'autres, bien sûr. Et puis au niveau de la planète tout entière, c'est un moment fort du point de vue des marées, par exemple, et du point de vue de la météo aussi, puisque le signe du Verseau est un signe d'air, le signe du Taureau est un signe de terre, et le signe du Scorpion est un signe d'eau. Donc on réunit ces trois éléments, et on peut obtenir un cocktail assez intense, en fait, au niveau des réactions météorologiques et terrestres en général. Et puis, sur le plan humain, bien sûr, ça peut produire des risques d'erreur de jugement. Le jugement étant évidemment, comment dirais-je, représenté par la capacité qu'on a à réfléchir, à analyser, à percevoir, à comprendre. C'est Mercure. Mercure qui est également le messager des dieux. Donc si vous avez des choses à dire, des choses à exprimer, ou des dossiers aussi, qui peuvent être des dossiers écrits ou autres, ou moraux, ou même légaux, à clôturer, ce serait un moment important pour l'envisager, mais sans excès. L'excès, si évidemment il s'impose, cet excès, des erreurs seront commises, une ou plusieurs erreurs seront commises, et elles auront des répercussions. Alors, le Soleil, lui, va mettre un certain temps, quand même, pour atteindre la position de Jupiter, mais il n'empêche quand même qu'une erreur commise au moment de cette pleine lune, quand le Soleil et Jupiter sont en dissonance, peut se répercuter lorsque le Soleil atteindra Jupiter. Il va lui falloir 1 mois, 2 mois, presque 3 mois pour atteindre Jupiter. Mais 3 mois plus tard, vous pourriez très bien vous rendre compte que vous avez effectivement commis une erreur de jugement et que vous vous êtes engagé dans quelque chose de façon officielle, alors que vous auriez peut-être dû attendre. Et puis il y a la Lune aussi. Donc la Lune, elle circule autour du zodiaque beaucoup plus rapidement que le Soleil, puisqu'elle en fait le tour en 27 jours et quelques heures. Alors que le Soleil, lui, fait le tour du zodiaque en 365 jours, un quart. Donc la Lune, elle, va arriver, par exemple, si on prend Jupiter comme exemple, vous le voyez ici, elle va arriver le 26 novembre, à l'opposé de Jupiter. Donc quand elle sera opposée à Jupiter, elle va évidemment produire une dissonance avec le Soleil. Mais c'est vrai que le Soleil, il ne sera plus en Scorpion, puisque le 26 novembre, il sera en Sagittaire. Il n'empêche quand même que cette énergie jovienne, sur celle du Soleil, qui laisse une trace là-haut dans le signe du Scorpion, peut devenir une source en fait de répercussion d'une erreur commise ou d'une décision prise de façon hâtive ou d'une réaction émotionnelle trop intense, mal contrôlée et qui pourrait donner naissance effectivement à des répercussions que on pourrait constater aux alentours du 26 novembre. Je dirais même pas aux alentours, le 26 novembre, parce que la Lune se déplace assez rapidement. Vous voyez, le 28, elle sera déjà à l'opposé de Neptune, qui est en
Poisson, donc elle sera déjà en Vierge. Donc c'est vraiment le 26 novembre qui peut être en lien avec ce qui aura été fait ou pas, de façon correcte ou pas. Là, c'est une question en fait de contrôle, d'autocontrôle et de contrôle aussi de ce qui se passera éventuellement autour de vous. Ça veut dire que ça peut être aussi le contrôle de la météo, par exemple, pour s'en protéger s'il y a vraiment quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et puis, c'est aussi le contrôle des autres qui sont autour de vous, des situations, etc. Il faudra faire un effort pour rester aussi rationnel que possible, car quand on est dans l'émotionnel, on perd énormément en objectivité et en rationnel. Donc, si on n'est plus rationnel, on va devenir quelqu'un qui peut commettre toutes sortes d'erreurs sur la base d'une réactivité accentuée. Jupiter, l'exaltation, ça peut être du genre « c'est formidable, on y va, ça va être super », et manque de chance, ça peut être super, mais les répercussions de ce super peuvent être également super d'une autre manière. Donc il y a là quelque chose quand même à diligenter en termes d'observation et d'analyse avant de s'engager dans le processus. La Lune va entrer en Taureau presque 2 jours et demi avant la pleine Lune. Donc elle va passer avant sur Uranus, et regardez la vidéo que j'ai faite à propos de la nouvelle Lune du 4 novembre, parce que j'en parle du moment où la Lune va arriver à la longitude d'Uranus. Ça aura un effet, évidemment, parce qu'Uranus est un astre qui représente le besoin de libération, de changement, et la précipitation aussi parfois qui peut en découler. Et la Lune, c'est donc cet émotionnel qui peut intervenir sur la façon dont on va gérer ce besoin de changer ou ce besoin de se libérer. Mais lorsque la Lune va entrer en Taureau, elle va commencer à avoir une influence sur le Soleil qui se trouve évidemment en Scorpion. Et lorsque la Lune va arriver vraiment à l'opposé du Soleil, elle aura créé une opposition avec Mars d'abord, puis une opposition avec Mercure, et elle produira ensuite, assez rapidement, une opposition avec Vesta. D'où risque de déstabilisation, risque d'erreur de comportement ou de jugement, et là c'est l'erreur de comportement qui sera représentée par Mars, qui peut indiquer une tendance plutôt excessivement réactive, si vous voulez, peut-être même agressive. Il y a un degré d'agressivité qui peut se déclencher ou se manifester dans le comportement de certaines personnes. Plus que d'autres, bien sûr, toujours, parce que ça va s'exprimer de façon latente, je veux dire, dans la société, sur le plan global. On sentira cette tension, on la sent déjà d'ailleurs, puisque Mars est déjà en Scorpion, il l'est depuis le 30 octobre. Donc, il va y séjourner jusqu'à la mi-décembre, pratiquement, et il aura une influence en continu dans ce signe du Scorpion, où il est quand même fort, où il incite en fait à cette remise en question, il incite parfois même à la destruction, en vue éventuellement d'une reconstruction sur de nouvelles bases. Mais il faut en passer par cette phase de destruction qui peut être assez intense. Donc, soyons vigilants, tout simplement. Soyons prudents en même temps, parce que ça peut être aussi représentatif de certains risques d'incidents de parcours ou d'accidents, d'erreurs de parcours, d'erreurs de fonctionnement. C'est ce que représentent en fait les dissonances. Ça agit sur notre métabolisme en créant des précipitations, en créant des déconnexions en fait des réalités que l'on se doit d'assumer toujours pour préserver l'harmonie et l'équilibre en soi et autour de soi et dans sa vie en général. Et Vesta représente cette notion d'équilibre et d'harmonie, et vous voyez qu'elle est collée au nœud lunaire sud, qui représente ce de quoi on doit se défaire, chercher à se défaire. Et ce nœud lunaire sud, il est évidemment proche de Vesta, comme ça bien représentatif qu'il y a un risque de déstabilisation si on ne prend pas les bonnes décisions, qui, elle, serait plutôt représentée par le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, évidemment, qui se trouve en Gémeaux, ici, et qui est représenté par Mercure. Donc, malheureusement, Mercure est en face de la Lune, il y a ce phénomène d'opposition, donc c'est ambigu.
Et c'est cette ambiguïté-là qu'on va retrouver en fait dans cette configuration, parce que ces astres qui se heurtent, entre guillemets, hein, en tout cas les énergies de ces astres qui se heurtent, vont produire des heurts intérieurs. Donc, ces besoins de réaction peuvent être source de perturbations plutôt que le contraire. Il y aura donc un effort à faire, je le répète, hein, bien sûr, pour essayer de préserver autant que possible cette harmonie dont on a besoin quand même, et qui nous est utile. Cela dit, les dissonances le sont aussi parce qu'elles nous imposent des réactions, des prises en main, des réflexions, et cela permet aussi d'apprendre certaines choses. Les expériences dites malheureuses ne sont pas vaines. La plupart du temps, au contraire, elles nous servent pour ne pas reproduire certains schémas de façon à pouvoir améliorer notre quotidien et notre avenir autant que possible. Alors, donc, la Lune va continuer son périple. Elle est en harmonie avec Pluton, ce qui est une bonne chose. Pourquoi? Doublement. Tout simplement parce que Pluton représente le signe du Scorpion. Donc, s'il représente le signe du Scorpion et qu'il est en harmonie avec la Lune, ça veut dire qu'il est très probablement aussi en harmonie avec le Soleil. Ce qui est effectivement le cas. On voit ici ce qu'on appelle un sextile, un angle d'environ 60 degrés qui sépare le Soleil de Pluton, et Pluton est en harmonie avec la Lune. Ça sauve les meubles, si je puis dire. Ça permet de penser, en tous les cas, que ce phénomène dit de régénération représenté par le signe du Scorpion et par Pluton peut nous être très favorable. Donc, si vous avez quelque chose à remettre en question, il faut le faire, bien sûr, mais il faut le faire en gérant les énergies que je viens d'évoquer, celles de Jupiter, donc la dissonance, les nœuds lunaires qui s'opposent, Mercure qui est opposé à la Lune, etc. Si vous gérez ça très bien, vous allez pouvoir vous engager dans ce processus de remise en question, de transformation, de transmutation. C'est un changement qui va avoir un effet très positif et qui peut être une source de très profonde motivation. Il y a un potentiel en tous les cas. Donc ça veut dire que cette nouvelle lune annonce un moment de fin de cycle, de fin de situation. On clôture un dossier, on en finit avec certaines situations qui ne nous conviennent plus, par exemple, pour passer à autre chose, de beaucoup plus en liaison, en rapport, en harmonie avec ce dont on a besoin. Le Soleil va mettre quelques semaines pour rejoindre le Pluton. Il va mettre presque 2 mois pour rejoindre Pluton, donc à peu près 8 semaines. Et les bonnes décisions, en ce qui concerne cette notion de remise en question, si ces décisions sont prises et qu'il y a un engagement dans un processus de remise en question et de régénération d'une situation quelle qu'elle soit dans votre vie, à ce moment-là, il est possible que l'échéance, c'est-à-dire la réalisation concrète, voire même peut-être officielle de cette remise en question, se situerait environ 2 mois après cette pleine lune. Voilà. Après, la Lune va continuer son périple et vous voyez le 20, elle va atteindre la Lune noire. Avant ça, elle aura atteint le même jour, elle atteindra, le 19 novembre, elle atteindra le nœud lunaire nord. Alors je vous rappelle que le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre. Il est dans le signe des Gémeaux, c'est le signe de Mercure, c'est le signe de la communication. Donc on se doit de communiquer. Mais comme on l'a vu, Mercure, qui est en Scorpion, est opposé à la Lune. Il est aussi en dissonance avec Jupiter. Donc il y a un risque d'exaltation excessive. Et la façon dont on va fonctionner sur le plan mental peut intervenir de manière à déstabiliser en fait l'énergie positive du nœud lunaire nord et à nous mettre dans une situation où on ne sait plus vers quelle direction aller. Donc c'est l'impression aussi de stagnation qui peut se dégager de cette configuration et produire des réactions émotionnelles plutôt intenses pendant cette période, donc aux alentours du 19 novembre. Peut-être déjà le 18, puisque la Lune sera déjà en Taureau, mais surtout le 19.
Donc prenez soin de vous de ce point de vue-là, bien sûr. Parce que quand la Lune va arriver à la longitude de la Lune noire, elle va mettre en lumière certaines zones d'ombre, donc certaines erreurs éventuelles, tout au moins des questions qui ne seraient pas particulièrement claires à traiter ou à gérer. Ça veut dire que ça peut aussi représenter certains de nos travers, certaines de nos défaillances et les erreurs qu'on a pu commettre dans un passé plus ou moins ancien ou récent. La Lune va mettre en lumière, mais c'est une lumière pâle, c'est la lumière lunaire, ça n'a rien à voir avec la lumière solaire. Elle dépend de la lumière solaire, cette lumière lunaire, qui nous la reflète, si vous voulez, mais de façon beaucoup plus faible. Donc on peut avoir une vision de cette zone un peu glauque, un peu sombre, qui peut être aussi finalement une source d'inquiétude. Et ce serait une inquiétude plutôt excessive, qui n'aurait peut-être pas grand-chose à voir avec la réalité. Donc il faudra faire un effort aussi pour rester rationnel à ce moment-là, afin d'éviter de tomber dans le piège, encore une fois, de l'excès. Parce que vous voyez que cette lune noire n'est pas très loin de ce qu'on appelle une quadrature avec Neptune, et Neptune représente les croyances. Donc la façon dont on va gérer les choses ne doit pas être manipulée par des croyances qui seraient basées sur tout simplement l'idée que, mais sans avoir véritablement vérifié concrètement et rationnellement que cette idée que est quelque chose de concret. Après, la Lune va arriver à l'opposition de Vénus, ce qui peut produire une déstabilisation sur le plan émotionnel, dans le contexte peut-être familial, puisque la Lune sera en Cancer, c'est le signe de la famille. En tous les cas, ça crée une sorte d'opposition entre l'émotionnel et l'affectif, les sentiments, l'amour. C'est Vénus. Donc quand il y a une opposition, il y a cette tendance à confondre les émotions et les sentiments. Et si c'est le cas, évidemment, le risque d'erreur peut être accentué. Mais c'est aussi représentatif d'une exaltation affective et émotionnelle. Donc si vous êtes engagé dans une relation sentimentale forte, il est probable que cette journée, au cours de laquelle la Lune sera autour de la position de Vénus, de l'opposition de Vénus, eh bien, cela peut être vraiment très intense en termes de relations sentimentales. Donc, des belles choses. Mais peut-être aussi une discorde qui peut s'imposer dans une relation à cause, justement, d'une réaction émotionnelle qui pourrait avoir une influence un peu discutable sur le sentiment lui-même. Mais généralement, le sentiment, il est quand même plus fort que l'émotion. En tous les cas, il est plus durable, il est plus profond, il est plus solide. Espérons-le en tous les cas. Après, c'est Pluton qui sera évidemment dans le viseur ou dans le collimateur de la Lune qui passera à l'opposé de cette planète, le 24 novembre. Attention, parce que Pluton, c'est quand même l'astre qui représente le signe du Scorpion, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on a vu aussi qu'il est en harmonie avec la Lune et avec le Soleil, ainsi d'ailleurs à un moindre degré qu'avec Mercure, donc il permet cette régénération. Il permet aussi de tenir bon. Pluton, c'est la résilience. Pluton, c'est la capacité c'est l'endurance, si vous voulez, c'est la résistance à l'effort et même, on peut dire, à la douleur. Et cela permet évidemment de se dépasser soi-même et de franchir certains obstacles. Donc cette opposition avec Pluton peut, en accord avec les liens positifs que j'expliquais tout à l'heure, devenir un moment, le 24 novembre, où la notion de remise en question qui aurait été gérée de manière efficace, positive, rationnelle, etc., va donner un résultat qu'il sera également. Sinon, ça peut représenter un moment aussi où on va se sentir déstabilisé par cette énergie plutonienne qui est l'énergie effectivement de la destruction. Donc il ne faudrait pas non plus que cette journée-là soit marquée par des idées noires, par aussi un émotionnel bas et puis peut-être aussi le sentiment de ne pas pouvoir réussir à exprimer
ses émotions. Donc c'est intense et en même temps c'est peut-être aussi très exaltant et une source peut-être un indicatif de résultats positifs par rapport à des démarches éventuellement faites au moment de la pleine lune, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis la lune va arriver à l'opposé de Saturne, qui est ici. Saturne est en dissonance avec Mars. Il est aussi plus ou moins en dissonance avec le Soleil et Mercure, il faut bien le dire, puisqu'il est en Verseau. Il est en dissonance, on l'a vu aussi, avec la Lune. Même si cette dissonance n'est pas énorme, il est en dissonance avec Uranus, et ça, c'est quand même très important, dans le sens où ces deux planètes qui se mangent le nez un petit peu, comme on dit, ne sont pas d'accord. Donc, cette discorde-là, elle provient du fait que Saturne est lourd, alors qu'Uranus, c'est la légèreté, c'est la liberté, c'est le mouvement, l'originalité, etc. Alors que Saturne, c'est plutôt le côté conventionnel, rationnel, pessimiste même, mais objectif, malgré tout. Et ça veut dire qu'il y a une discorde latente entre ce qui nous empêche de bouger, finalement, c'est Saturne, c'est les règles, les restrictions, c'est les réalités aussi, et c'est Uranus qui nous incite à bouger, à changer d'air, et à voyager aussi peut-être, enfin à changer les choses. Donc lorsque la Lune va arriver à l'opposé de Saturne, elle va en mettre une couche en quelque sorte, parce qu'elle va se mettre en dissonance aussi avec Uranus, et le fait est que cela peut produire une exaltation de ce sentiment d'être bloqué, et cette frustration peut devenir aussi une source de réaction émotionnelle adverse, qui ne serait pas forcément source de très bons résultats, d'autant plus que très rapidement après, la Lune va arriver à l'opposé de Jupiter. Ça va se produire le 26. Donc le 25 et le 26, la Lune sera opposée à Saturne puis à Jupiter. Jupiter, c'est l'exagération, l'exaltation dont je vous parlais tout à l'heure. Une erreur commise par cause d'exaltation excessive aux alentours du moment de la pleine Lune peut très bien se répercuter le 26 novembre. Donc 25-26, c'est ambigu parce que d'un côté, on a Saturne qui représente la rigueur, et de l'autre, on a Jupiter qui représente l'exaltation, l'enthousiasme, l'optimisme, enfin tout ce qui peut finalement être source de satisfaction. Donc on en a besoin de ces satisfactions, de ces joies, etc. de la vie. Mais elles semblent être quand même compromises par la présence de Saturne qui, lui, est là pour indiquer quand même qu'il faut faire preuve d'objectivité et de sens pratique aussi, et puis de respect des conventions, des lois, des restrictions, de tout ce qui nous est imposé par les circonstances. Saturne, c'est un peu la fatalité. Après, c'est Neptune qui sera opposé à la Lune qui passera dans le signe de la Vierge. Donc quand la Lune va s'opposer à Neptune, vous voyez que Neptune est en harmonie avec le Soleil et Mercure, ainsi d'ailleurs à moindre degré qu'avec Mars, qui sont en Scorpion tous les trois, et ça veut dire qu'il y a quand même dans cette énergie de Neptune quelque chose qui correspond à la dimension spirituelle de la situation. Donc il y a la situation, il y a l'événement, il y a la nature terrestre de ce qui se passe dans votre vie, dans la mienne, enfin dans la vie de tout un chacun, et de façon globale, ça s'exprime par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2020, et puis ce qui se passera encore dans d'autres années, bien sûr. Mais c'est relatif quand même au plan terrestre, alors que Neptune représente la capacité qu'on a à s'élever au-dessus du plan terrestre, c'est-à-dire à se connecter avec la dimension spirituelle, la raison peut-être même spirituelle de ce qui se passe dans nos vies, au niveau donc terre-à-terre, au niveau terrestre. Et cette capacité, évidemment, peut nous être utile pour relativiser, tout simplement. Et cette prise de hauteur permet d'avoir une vision aussi beaucoup plus globale que vraiment de focaliser sur un détail précis,
en ayant une vision plus globale, on va avoir accès à davantage de détails. Et on va aussi avoir accès à ce qui peut nous être utile et ce qui ne l'est pas, pour gérer la situation et l'améliorer. Et puis en même temps, Neptune représente aussi l'inspiration, l'intuition. Donc cette intuition, elle peut intervenir, et si on se laisse guider par cette intuition, et qu'ensuite on fait intervenir le rationnel, on va pouvoir peut-être obtenir quelque chose de tout à fait sympathique en termes de découverte, finalement. C'est un petit peu ce que font les chercheurs en laboratoire. Ils démarrent sur une intuition, et ensuite ils font ce qu'il faut pour essayer de prouver que leur intuition était la bonne ou pas. Et si c'est pas la bonne, ils passent à une autre intuition éventuellement, ou à d'autres recherches. Donc, Neptune intervient sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme. Et lorsque la Lune va s'opposer à Neptune, elle va redéclencher ce besoin. Mais cela peut être source de confusion si on n'est pas en accord avec ce qui se passe dans nos vies et que l'on reste sur ce plan terrestre. Il faut pouvoir s'élever au-dessus de ce qui se passe sur Terre et essayer en fait quelque part de se voir soi-même de l'extérieur. Donc sortir de soi, sortir de son ego pour en avoir une vision plus rationnelle et se dire voilà, c'est toi ça, oh là là, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, on peut avoir une réaction positive sur l'action qu'on doit mener pour éviter des erreurs éventuelles. Sinon, cette opposition Lune-Neptune peut produire des erreurs, effectivement, des erreurs parce que Neptune représente les croyances. Donc, ce que l'on va avoir tendance à croire, il faudra d'abord vérifier que c'est le reflet de la réalité. Sinon, on va se planter, comme on dit. Voilà, ensuite, la Lune va évidemment continuer son périple et entrer dans le signe de la Balance pour produire une opposition avec Chiron le 30 novembre. Chiron étant au quinconce de Mars, en dissonance avec Vénus, ce qui n'est pas très grave, mais quand même, et il est quand même en harmonie aussi avec Saturne, ce qui est une bonne chose, parce que ça stabilise sur le plan santé, par exemple, la situation, la vôtre, la mienne, enfin, celle du plan global, mais peut-être. Et en même temps, les dissonances, celles de Vénus, peuvent produire des craintes ou peut-être un peu une maladie d'amour, hein, c'est ce que représenterait ce genre de dissonance. Et puis le quinconce, avec Mars, peut produire une tendance à remettre au lendemain ce que l'on devrait faire le jour même. Faire, c'est Mars. Agir ou réagir, c'est Mars. Donc il faudra réagir au moment opportun et se lever pour faire ce qu'on a à faire, plutôt que se dire « on verra demain ». Ça, c'est très important. Parce que sinon, lorsque la Lune va arriver à l'opposé de Chiron, donc le 30 novembre, ça risque d'avoir un effet de répercussion, encore une fois. Et une erreur commise justement sur ce plan-là, une décision qui aura été prise mais qui n'aura pas été assumée, peut devenir une source de préoccupation majeure. Alors que ça peut aussi se manifester évidemment sur le plan santé directement pour certaines personnes, mais également sur le plan maladie d'amour, comme je l'évoquais tout à l'heure, à cause de Vénus qui est en dissonance aussi avec Chiron. Saturne est là, c'est le vieux sage Saturne. Donc le vieux sage vous dit, soyons raisonnables, calmons-nous et faisons les choses comme elles doivent être faites de manière à pouvoir sortir d'une situation difficile, délicate ou compromettante et voilà, passer à autre chose. Après, évidemment, la Lune va passer en Scorpion. Donc le 3 décembre, elle va atteindre la position de Mars, qui sera toujours aux alentours de cette position à 13 degrés du signe du Scorpion. Et là, la Lune peut déclencher des réactions adverses. Parce que vous voyez que Mars est opposé à Uranus et il est en dissonance avec Saturne. Donc là, il peut effectivement produire des réactions en chaîne qui seraient adverses dans le sens où Saturne représente ces blocages que j'évoquais tout à l'heure, Uranus représente ce besoin de se libérer de ces blocages, et cela peut avoir évidemment un effet très fort. Lorsque la Lune va arriver à la longitude de Mars, tout à coup c'est l'émotionnel qui s'en mêle et qui produit ce besoin vraiment de réagir, de ruer dans les brancards, comme on dit, et de faire des ruades dans tous les sens, et de s'exprimer fortement, voire même physiquement, pour peut-être pour se libérer
d'une situation, c'est Uranus, et peut-être aussi pour combattre quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, et qui serait représenté par Saturne. On est compromis sur le plan de nos libertés, qui sont représentées par Uranus, et cela peut, évidemment, à terme, produire des réactions de plus en plus intenses. Il faut savoir quand même que Mars va séjourner, comme je le disais tout à l'heure, en Scorpion jusqu'à la mi-décembre, pratiquement jusqu'au 13, je crois, et le transit a commencé le 30 octobre. Donc pendant toute cette période, Mars sera en dissonance avec Saturne et Uranus. Voilà. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, regardez la vidéo que j'ai faite pour votre signe, parce que j'en parle, et également la vidéo globale pour toute l'année, puisque me suis beaucoup basé sur le transit de Mars, qui est un astre déclencheur. Donc quand il sera en Scorpion, et tant qu'il sera en Scorpion, il peut être à l'origine de perturbations soudaines, qui seraient climatiques également, qui peuvent être reliées à l'énergie terrestre en tant que telle, aussi, donc des séismes, des choses comme ça, des réactions volcaniques, on en a déjà vu, et il y en aura certainement encore. Voilà, c'est la vie, c'est la vie de la planète, je veux dire, qui s'exprime également. Donc elle n'est pas forcément très contente de ce que les hommes lui font, les humains. Voilà, je vous remercie de votre attention, et donc je m'occuperai du thème de la nouvelle lune du 4 décembre en temps utile, c'est-à-dire aux alentours du 19 novembre. Comme d'habitude, je fais ces vidéos avec de l'avance pour que vous puissiez vous préparer. Je vous remercie encore une fois, et je vous rappelle, bien sûr, que l'achat de mon livre de cours vous donne droit à 16 vidéos qui vont vous permettre de suivre plus facilement ce qui est expliqué dans ce gros livre de cours qui est en vente essentiellement sur Amazon, puisque Amazon est mon éditeur. Voilà. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.